Décembre 2021. Près de 600 ans après sa rédaction, une ordonnance de l'hôtel de Philippe le Bon, document majeur de l'histoire des ducs de Bourgogne, refait surface. Prenant connaissance de son existence, les archives départementales de la Côte d'Or en font l'acquisition pour compléter leur riche fonds médiéval. L'histoire commence au début de l'hiver 2021. Un marchand me convoque en me disant qu'il a un document assez long du 15e. C'est la recherche d'un trésor ou une affaire judiciaire. Je regarde et puis je ne vois pas du tout l'histoire de trésor et je m'aperçois assez rapidement qu'il s'agit de l'ordonnance de l'hôtel de Philippe le Bon 1424. Alors une fois rentré dans mes bases ici même, je regarde et puis je m'aperçois que de ce document-là, il y en a quelques exemplaires à Bruxelles et à Lille, que nous n'en avons pas. Donc nous faisons cette acquisition et c'est vraiment un document tout à fait exceptionnel. Quand on regarde ici nos ducs de Bourgogne, voilà, je pense que en 1424, on a le détail de l'organisation de l'hôtel du duc, donc ses plus fidèles serviteurs, et puis tous ceux qui le suivent, tous ceux qui le servent, puisque vous le savez, c'est une cour itinérante, et du coup, il y a toute cette longue procession de collaborateurs et de serviteurs. Je dis longue parce que le document fait 3 mètres de long, donc il y a du monde. En 1424, au moment de la rédaction de l'ordonnance, Philippe le Bon est encore un jeune duc. Né à Dijon en 1396, son principat a débuté en 1419 à l'occasion d'une crise politique. En pleine guerre de Cent Ans, son père, Jean sans Peur, dont on conserve le moulage du crâne, est assassiné par un partisan du dauphin Charles, ce qui a pour effet de rapprocher bourguignons et anglais. 5 ans plus tard, il est à la tête d'une principauté vaste et opulente, qui va de Dijon à Bruges. Aujourd'hui conservée à Dijon, l'ordonnance est rédigée à Arras, dans une Flandre, où le duc séjourne bien plus souvent. Philippe le Bon est le plus célèbre des ducs de Bourgogne, mais il n'a pas beaucoup résidé à Dijon. Il y naît, il y passe sa jeunesse, et puis après, il est plutôt dans le Brabant, en Flandre. Quand il est duc, il revient en Bourgogne, en gros, tous les 5 ou 6 ans. Et à partir de 1450, il fait reconstruire le logis neuf. Il dit qu'il le fait pour ses vieux jours et pour y mourir, mais en fait, il utilisera très peu ce logis neuf. Il le passe une seule fois en 1454 sans son épouse. Et il y a dans le logis neuf une chambre de la duchesse qui n'a jamais été occupée par la duchesse. Alors le logis neuf est aujourd'hui assez bien conservé. On a la chance d'avoir un bâtiment en élévation qui est caché actuellement à l'intérieur de la mairie avec sa grande tour de la terrasse qui fait partie du logis neuf. Et on peut notamment faire une liaison entre l'ordonnance de l'hôtel de 1449 et la construction du logis neuf qui suit. Notamment dans l'ordonnance de l'hôtel, on dit qu'il y a 6 officiers qui doivent dîner en chambre. Et dans ce logis, au nord-ouest, on voit 6 appartements superposés dont on n'avait pas la fonction, mais en liaison avec l'ordonnance, on peut penser que ces logis ont été constitués, aménagés pour pouvoir servir de chambre aux officiers, aux 6 fameux officiers qui devaient avoir chambre dans le logis du duc. Dans l'ordonnance, on retrouve ces officiers, ces serviteurs du prince, dans l'ordre d'importance. Les chevaliers, conseillers et chambellans, c'est-à-dire des membres de la noblesse qui gravitent dans l'orbite très proche de Philippe le Bon, viennent en premier. Roubaix, Saligny, Jaucourt, Joinville, Vienne et Ouittkerque. Sont ensuite mentionnés les chambellans, au nombre de 40, qui font également partie de l'élite de la société politique contemporaine. Ces personnages sont issus de familles de plus ou moins ancienne noblesse. Si certains sont implantés en Bourgogne depuis longtemps, d'autres, comme les ducs valois, sont arrivés plus récemment, mais nombreux sont ceux qui ont laissé leur marque dans le paysage local. C'est le cas de Régnier-Pau, originaire du centre de la France, qui acquiert la seigneurie de la Roche-Nolay, près de Beaune, en 1403, à laquelle il donnera son nom. Le château 19e de la Roche-Pau est bâti sur les ruines de celui de ce fidèle des ducs. La famille sera également propriétaire de la seigneurie de Châteauneuf quelques décennies plus tard, à l'époque de Philippe Pau, petit-fils de Régnier. Symbole de l'ascension sociale permise par la proximité avec l'hôtel des ducs de Bourgogne, Philippe est le filleul de Philippe le Bon. Il occupe les plus hautes charges jusqu'à la mort du dernier duc, avant de passer à la solde du roi de France Louis XI. Accumulation de richesses, de terres, de titres sont le témoin de la réussite de ses officiers. Le puissant château de Châteauneuf rappelle le rôle prééminent de ce personnage dans les institutions ducales. Dans ce système politique, la famille joue un rôle crucial. Un peu après Régnier, son fils Jacques est lui aussi mentionné dans l'ordonnance de 1424, également en tant que chambellan. Sa deuxième épouse, Marguerite de Courtiamble, est la fille du seigneur de Commarin, autre château dont subsistent aujourd'hui encore 2 tours médiévales, le reste ayant été largement remanié.
À la fin du XVe siècle, l'édifice passe par mariage aux mains de la famille de Vienne, déjà évoquée. Au service du prince, lié par des mariages avantageux, l'élite des officiers est ainsi constituée de quelques familles qui accompagnent la destinée du duché de Bourgogne au XVe siècle. 6 années après la rédaction de l'ordonnance, en 1430, on retrouve plusieurs de ces hommes dans la première promotion de la prestigieuse Toison d'Or. C'est le cas de Régnier Pau et de Guillaume de Vienne, des flamands Jean de Roubaix et Roland d'Huitkerque, ou encore d'Antoine de Crouy. Cet ordre de 24 chevaliers, sélectionnés parmi les plus éminents, dont le rôle est la défense de la foi et le maintien des valeurs chevaleresques, est créé à Bruges. Mais son siège est installé à Dijon, dans la chapelle ducale aujourd'hui disparue, sur l'actuelle place de la Sainte-Chapelle. L'ordonnance ne s'arrête pas à ces grands officiers. L'hôtel n'est pas seulement une réunion de l'élite. Plusieurs services sont assurés par des personnages de moindre envergure, cadets de famille déjà mentionnés ou petits nobles. C'est le cas par exemple des officiers de bouche. Donc dans ces grandes ordonnances, on voit des officiers de service, avec notamment les 6 offices de bouche, la cuisine, les chansonneries, la panterie, l'épicerie, la fruiterie et l'écurie. Et dans les locaux actuellement, dans les bâtiments actuellement conservés, on connaît toujours la cuisine qui a été construite par Philippe le Bon. On a conservé les chansonneries, une pièce des chansonneries qui est actuellement visible dans le musée, qui est bien identifiée. Et ça, c'était vraiment la pièce qu'occupaient les écuyers et chanzons. Donc 25 écuyers et chanzons qui tournaient par trimestre, c'est assez énorme, et ils étaient logés, ils officiaient dans cette échanzonnerie. Après les grands officiers, familiers du prince, après les officiers de bouche, nombreux et essentiels dans l'hôtel, viennent, tout en bas de l'ordonnance, des personnages variés que l'on pourrait penser moins importants. Valets de chambre, huissiers, rois des ribauds. Parmi eux, les ménestrels et trompettes, au nombre de 9. Au XVe siècle, les instruments, et pas qu'à la cour de Bourgogne, ils sont organisés en fonction de la puissance de leur sonorité ou de leur volume sonore. Ceux qui ont vraiment une place importante, ce sont tous ceux qui font des hauts instruments, donc des instruments avec une grande puissance sonore, ce sont les trompettes. Et on les appelle soit ménestrels, soit trompettes ménestrels, mais souvent on les appelle le trompette. Il y a aussi le trompette de guerre. Alors, ils sont proches du duc, ils l'accompagnent même pour certains quasiment pendant tout son règne, et puis dans les grands événements politiques. Ce sont les instruments de la représentation politique. Ce sont de toute façon des très bons instrumentistes, parce que comme c'est la représentation politique, le duc Philippe le Bon paye des grands peintres prestigieux, que le manuscrit La Fondation de l'hôpital du Saint-Esprit de Dijon, et dans une de ces enluminures, eh bien, on voit un trompettiste à cheval avec une trompette en forme de S qui est habillée aux armes de Bourgogne. On a un autre exemple, cette lettre patente qui est conservée aux archives municipales de Dijon. Elle fait suite à une réclamation ou une plainte des Dijonnais dont le trompette de ville, manifestement, lui, n'était pas très apprécié, il n'était pas très doué. Et les Dijonnais se plaignent, et voilà ce que dit un extrait de la lettre: qu'il lui plaise que, au lieu du corps dont on se sert pour les cris, que l'on eût une trompette, et que ce serait un plus grand honneur pour la ville. La liste des officiers achevés, s'ensuit une série de règlements à appliquer dans le service de l'hôtel. Par exemple, les chefs d'office serviront de 4 mois en 4 mois. Vient ensuite un paragraphe où le duc demande l'application des diverses dispositions énoncées et qui fait office de validation. Symbole de son implication et de la valeur de l'ordonnance, le duc Philippe le Bon a signé de sa propre main. Et bien maintenant, ce document qui a été analysé par les archivistes, qui a été numérisé par les photographes, mis en ligne par nos webmestres, ce document, il est à la disposition de tous, sous la forme numérique, mais aussi sous la forme d'original. Il sera bien sûr un jour exposé, et puis il est surtout exposé à la curiosité et au travail de tous les meilleurs spécialistes européens. Je pense au professeur Werner Paravicini, qui ont publié ces Hofgerichte, ces ordonnances de l'hôtel. Donc ça enrichit le fonds déjà exceptionnel que nous détenons sur les grands-ducs d'Occident.